Merci. En quelques mots, je veux vous présenter la faculté d'études européennes. Faculté d'études européennes, la seule faculté en Roumanie, part de l'université de Cluj, université Babeș-Bolyai, en Transylvanie. Ça, c'est une rencontre de succès parce que nous avons déjà 25 ans et en cette période de temps, pas ou pas, avec un curriculum multi-transdisciplinaire, la faculté d'études européennes est devenue vraiment une fenêtre vers l'Occident pour changer les mentalités, pour préparer les absolvants, pour gestionner la transition et le processus d'intégration de la Roumanie. J'ai vu en photo de notre commence 25 ans déjà avec les universités de Strasbourg, nommées Schumann, avec l'Université libre de Bruxelles, avec deux universités italiennes de Milano, Cattolica et Statale, avec l'Université de Bradford et de Sussex, un consortium des universités européennes a fondé cette faculté qui, en ce moment, donne des diplômes reconnus partout en relations internationales et études européennes. Ça, c'est très intéressant parce que les études de licence sont dans le système de double diplôme avec l'université de Padova, avec l'université de Münster en Allemagne et avec Nottingham Trent University. Ça, c'est mieux parce que le curriculum est compatibilisé, parce que nous avons des relations permanentes avec nos partenaires qui ne sont pas fondateurs, qui ont gardé en temps le développement de la faculté de Cluj. À côté de licence, les programmes mastérales sont internationalisés en anglais, en français ou en langue roumaine, mais en relation directe avec les grandes universités d'Europe. Les stages préparatoires aussi à Bruxelles, à Bucarest et partout en Roumanie où sont des relations entre les institutions européennes et les autorités de notre pays. C'est très bien pour nous parce que le changement de mentalité était un processus très très difficile en Roumanie. Et à côté de ça, je veux vous présenter en photo, d'après la révolution de 1989, avec les questions ouvertes, parce que c'est important ce moment d'inflexion différent d'Europe centrale et orientale. En plus, chers collègues, est l'occasion de notre centenaire, la centenaire de la Roumanie, et cette période de 30 ans après la révolution de 1989, je considérais nécessaire de présenter devant vous quelques idées visant ce moment refondateur pour la Roumanie, fêtant ses 100 ans, mais qui, aujourd'hui aussi, est repris dans le sentiment collectif roumain et européen avec beaucoup de questions restées ouvertes. Il y a eu en fait toute une série de questions auxquelles l'historiographie roumaine et les intellectuels
n'ont pas osé offrir une réponse acceptable. C'est en raison d'un mélange terrible de concepts, de points de vue, d'action et d'appréciation que le moment 1989 a continué à susciter des interprétations parmi les plus diverses. Même à présent, on n'a pas encore accepté d'une manière quasi unanime dans la littérature de spécialité la nature de cet événement. S'il s'est agi en fait d'une révolution, d'une révolte populaire, d'un coup d'État, d'une révolution télévisée, d'une diversion dans les médias. Ce qui est clair, c'est qu'à ses débuts, le mouvement a été dénué d'un contenu idéologique majeur, car il a été fondé sur des éléments inspirés par l'humanisme et les Lumières, les droits de l'homme, l'égalité devant la loi, ou bien la limitation du pouvoir de l'État pour favoriser le rôle de l'individu. L'anticommunisme n'était pas clairement assumé, aussi parce que la dissidence a été sporadique, vu que la diaspora interagissait très rarement avec les réalités d'une Roumanie transformée en un espace obéissant et complice. À mon avis, le moment 1989 a marqué une rupture qui n'a pas été seulement simulée, car elle a représenté une réalité. L'erreur y a été pourtant de la considérer une rupture absolue, systématique, tandis qu'il s'est agi d'une rupture intrasystémique. Sur la scène politique, après une semaine de révolte populaire, la ligne seconde du Parti communiste roumain a émergé afin de prendre le contrôle des événements qui se dérouleraient activement. Néanmoins, la Roumanie avait réussi à entrer dans une logique de révolution de l'Est par le biais de cette révolte populaire. Celle-ci a été suivie par une autre, beaucoup plus longue et extrêmement confuse, qui a été embellie par l'intermédiaire d'un scénario tout à fait raffiné en raison des machinations orchestrées par la nomenclatura et l'appareil de répression de l'ancienne sécurité. Celle-ci avait représenté le cancer incurable de la société roumaine, un véritable cancer des âmes, voit l'historien Vladimir Tismaneanu, que je cite, « La dénonciation y a été érigée au rang de vertu ». Ce parcours des événements a dérouté, choqué ou déçu des millions de citoyens honnêtes de l'Europe et du monde entier qui ont participé à une révolution télévisée si contestée et ensuite même détestée. Face au désir des intellectuels d'interdire l'accès aux fonctions de direction aux anciens communistes, énoncé dans la proclamation de Timișoara, la voie de la démocratie civique de la Roumanie s'est radicalisée soudainement. Ceci a provoqué le phénomène de la place de l'université, un moment d'extase presque narcissiste des intellectuels critiques de Roumanie qui a manqué la résistance d'une expérience mystique anticommuniste aussi bien que d'un activisme civique extraparlementaire. En rappelant la place de l'université, on peut faire une liaison directe
entre l'enthousiasme provoqué par la chute du mur de Berlin et ce moment sublime de la société civile et de l'enthousiasme populaire profondément anticommuniste, cette fois offert par la place de l'université. C'est dommage que le phénomène de la place de l'université de juin 1990 se soit consumé lui aussi, passant par des scénarios de nouveau pouvoir qui apprenaient des contours en Roumanie. Ces photos de la révolution roumaine qui étaient très très différentes et sanglantes aussi, avec des touches noires, voiles minériades, etc., en transition très très lente vers la modernisation. Je veux donner la parole à mon ami, à mon collègue Adrian, pour présenter le tableau d'une société qui, nous croyons, en 2020, a dépassé une transition plus lente et avec une douleur inexplicable pour un pays européen. Merci d'être venu. Donc je continue un peu à partir de ce principe qui vient d'être mentionné, c'est l'illustration qui a été refusée en Roumanie, malgré les protestations de Timișoara qui sont restées vraiment très importantes dans l'histoire et dont on parle même aujourd'hui, avec la situation parfois difficile du point de vue du respect de l'état de droit en Roumanie, ce qui est un autre sujet important. Donc le commencement de la transition a été marqué vraiment par ce pas en arrière. Les protestataires de Timișoara, intellectuels pour la plupart, ont voulu pratiquement un renouvellement de la classe politique roumaine qui a été nié par le nouveau régime. Le nouveau régime, quand j'en parle, je parle du Front de la sauvegarde nationale. C'était un nom assez bizarre à l'époque. C'était une entité politique qui avait déclaré qu'elle ne se présenterait pas devant les Roumains en tant que parti politique. Et quand même, elle l'a fait. Mais elle l'a fait dans un contexte où le commencement de cette transition a été vraiment mal compris par la population. Il y a eu tout d'abord, sur le plan culturel et linguistique, une invasion de termes qui étaient inconnus pour les Roumains. Par exemple, on parlait partout de l'économie de marché, c'était presque une blague, l'économie de marché, on ne la comprenait guère, mais on en parlait toujours, de plusieurs points de vue, et de manière ironique parfois. On parlait de la démocratisation, on parlait même de la transition, qui était un concept qui venait de pénétrer dans la société roumaine, et on parlait bien sûr de la privatisation. De nouveau, un concept qui était auparavant inconnu et qui était très difficile à expliquer devant une société où les marques n'existaient pas, où la compétition sur le marché n'existe pas. Donc la privatisation a été l'un des messages qui ont servi de prétexte pour des attitudes réactionnaires de la part de ce nouveau pouvoir, nouveau ancien pouvoir si vous voulez. Il y a eu dès le début des slogans comme « on ne vend pas son propre pays ». Ça, c'était une sorte de leitmotiv de résistance de la part des néo-communistes. Et bien sûr, on a eu de la peine à anéantir l'idée de recréer, de reformer les partis politiques historiques. Et donc la métaphore qui a été choisie pour cela, c'est que vous, qui êtes venus de l'exil, qui êtes venus de la soi-disant diaspora, vous n'avez pas mangé du salami de soya, oui. Vous n'avez pas souffert, c'était un slogan, mais c'était vraiment la malchance de la Roumanie d'avoir cette pseudo-nouvelle classe politique qui a inventé de tels slogans. Et dans le contexte de l'époque, ça a bien marché pour eux, à tel point que les élections libres, oui, ont été gagnées par le Front de la sauvegarde nationale. Ce qui a été vraiment une tâche horrible, quand le doyen vient de le dire, c'était les minériades.
Il y en a eu 6 minériades. Les minériades ont été une attaque contre l'état de droit en Roumanie, une attaque qui a été télévisée partout à l'Occident. Oui, c'est pratiquement un appel fait par le président de la République, par Ion Iliescu à l'époque, pour les mineurs de la vallée de Jiu. C'était toute une classe ouvrière, si vous voulez, qui sont venus pour arrêter de manière violente les protestations démocratiques des intellectuels à Bucarest et ailleurs. Et donc, ces minériades sont peut-être les épisodes les plus horribles, si vous voulez, de toute cette transition. Heureusement, la presse européenne a réussi à comprendre le phénomène et à partir de ce point-là, la réputation de Ion Iliescu à l'Occident a bien sûr chuté. La Roumanie a été tout au long de ce processus de transition un pays des contrastes, je dirais. Les contradictions en Roumanie existent même à présent, mais à l'époque notamment. Mais un élément qui s'est avéré une constante de cette période, c'était l'engagement européen de la Roumanie. En 1995, par la déclaration de Snagov, toutes les alliances politiques, tous les partis politiques de Roumanie ont signé une proclamation, une déclaration politique assez courte, assez simple, qui disait que la Roumanie allait soutenir, et toutes les forces politiques allaient soutenir la démarche pro-européenne de la Roumanie. Ça, c'est l'une des constantes que vous pouvez trouver dans cette transition, parce que, avec les moments moins inspirés, l'engagement pro-européen de Snagov a été respecté. Donc, vous aurez beaucoup de peine à trouver des partis politiques qui ont compté sur la scène politique roumaine et qui n'ont pas soutenu la démarche pro-européenne et si vous voulez, atlantique de la Roumanie à l'époque. Les négociations avec l'Union européenne, tout compris parce que le lendemain de la déclaration de Snagov, la Roumanie a déposé sa candidature. Les négociations ont duré 12 ans avec l'Union européenne. Et elles ont été extrêmement compliquées, d'autant plus que, du point de vue macroéconomique, la Roumanie a connu des périodes de croissance et des périodes de chute dramatiques, même pendant cette période-là. Et le même est valide en ce qui concerne les réformes de la Roumanie, les réformes en matière du respect de l'état de droit, par exemple, qui se sont avérées les plus importantes dans ces négociations, et donc bien sûr dans les critères d'adhésion. Pourtant, l'attitude de la population a été toujours particulièrement europhile. Et ça a ouvert des portes inattendues, je dirais, vers l'intégration autant dans l'Union européenne que dans l'OTAN. Il ne faut pas oublier que même à présent, avec la situation compliquée de l'Union européenne, nous avons 52% des Roumains, selon Eurostat, qui se déclarent optimistes à l'égard de l'avenir de l'Union européenne. C'est plus que la moyenne, certes, et c'est plus que la moyenne régionale, parce que nous avons des pays que vous connaissez très bien, comme la Hongrie, la Pologne, qui sont en quelque sorte nos voisins, ou vraiment nos voisins, si l'on parle de la Hongrie, où la situation est nettement différente. 71% des Roumains considèrent à présent, selon l'Eurobaromètre, qu'ils ont bénéficié de la démarche d'intégration dans l'Union européenne. Moi, je pense que toute la Roumanie en a bénéficié, mais la perception est formidable. Et cela a changé la manière dont la Roumanie a abordé pratiquement la transition, parce que les attitudes étaient vraiment europhiles à l'époque également. Pourquoi est-ce que les Roumains ont toujours été tellement europhiles? Tout d'abord, pour les Roumains, on a eu beaucoup de peine à identifier des alternatives viables. Pour les Roumains, si l'on considère que le communisme est arrivé en Roumanie sans soutien populaire, on considère que le communisme a été un système importé de manière artificielle et dirigé par les Russes. Donc l'attachement à l'égard de la Russie, il n'existe pas du tout à présent. Sur le plan géopolitique, c'est comparable avec l'attitude des Polonais, si vous voulez, que vous connaissez peut-être un peu mieux. Donc la Russie ne s'est jamais avérée une alternative pour les Roumains, ni sur le plan politique, ni sur le plan culturel, d'autant moins que nous parlons une langue latine. Une langue qui est très similaire, si vous voulez, à l'italien. En outre,
nous avons, à part le fait qu'il n'y a pas d'alternative viable, les Roumains ont toujours eu une sorte de philosophie du sauveur étranger. Ça, c'est un peu paradoxal parce que de nos jours, en Europe, le climat n'est pas favorable à ce genre de philosophie. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la Roumanie, lorsqu'elle a été unifiée pour la première fois, bon, il s'agit de la Valachie et de la Moldavie, qu'est-ce qu'on a demandé? Notre Parlement a demandé un prince étranger. C'était la première grande demande en matière de politique étrangère, si vous voulez, bon, qui est devenue politique domestique. On a demandé un prince régnant étranger. Et c'est le même mythe du sauveur étranger qui a accompagné en quelque sorte la philosophie et la perception de soi des Roumains. Pendant la période du communisme, où le système a été vraiment importé en Roumanie sans qu'il y ait des fondements qui puissent le soutenir, la philosophie s'est dirigée plutôt vers le sauveur américain, qui n'est jamais venu. Et maintenant, à présent, le rôle du sauveur, qui est toujours une nécessité, c'est très bien identifié avec la prospérité et avec la stabilité politique, juridique, etc., qui vient de l'Union européenne. Donc, j'ai voulu vous dire ça seulement pour que vous compreniez un peu la manière de penser des Roumains, qui est là depuis longtemps, qui n'est pas une invention récente. Il y a des différences majeures en matière de transition à ce propos entre la Roumanie, d'une part, la Hongrie et la Pologne, d'autre part. Le nationalisme en Roumanie a pris d'autres formes, des formes molles, des formes qui sont mises sous les auspices de cette philosophie dont je viens de parler. L'idée de blâmer l'Union européenne tout au long de la transition a été impossible. Elle n'a pas été utilisée par la classe politique roumaine parce que l'Union européenne a toujours été vue, perçue par le peuple roumain avec beaucoup plus de confiance que la politique nationale. À présent, il ne faut pas oublier, même à présent, le Parlement européen jouit de la confiance de plus de la moitié de la nation roumaine, tandis que le Parlement national, bon, c'est un quart peut-être des gens qui ont confiance dans le Parlement roumain, bien que le Parlement européen ne soit pas connu par les Roumains. Donc voilà l'un des paradoxes qu'il faut toujours mentionner lorsqu'il s'agit de cette transition. C'est une transition faite sous les auspices de ce sauveur étranger, mal connu, méconnu, mais paradoxalement très bien apprécié par rapport à une classe politique érodée à l'intérieur du pays. En outre, le fait qu'il n'y a pas de parti politique anti-européen, ça n'existe pas en Roumanie, c'est le seul pays d'ailleurs de l'Union européenne, j'oserais le dire, si c'est bon, sinon, bon, on ne le sait pas, a vraiment marqué les sentiments tout au long de cette transition. Pour la Roumanie, il y a eu deux priorités stratégiques, l'OTAN et l'Union européenne, en cet ordre. Pourquoi l'OTAN tout d'abord? Bon, c'est la menace dont je viens de parler, la perception de la menace de l'Est, ça c'est clair. Et la Roumanie a fait des efforts majeurs pour l'intégration à l'OTAN. Lorsque, en 1999, la Roumanie a choisi la voie de l'OTAN et a permis aux forces américaines d'utiliser l'espace aérien roumain pour le bombardement de Belgrade, parce que la Serbie avait été un allié traditionnel de la Roumanie. Donc il y a eu des sacrifices et cela a valu la peine parce que l'OTAN est devenue une solution viable pour la Roumanie à partir de ce moment-là. Les partenariats stratégiques ont été aussi très importants du point de vue de la politique étrangère. On en a signé un avec la Hongrie, ce qui a été fantastique, formidable, parce que finalement on a commencé à franchir un peu les divisions historiques qui étaient toujours vivantes, qui existent toujours au niveau politique, mais moins au niveau des communautés. Moi je proviens de la Transylvanie, Monsieur Ledoin également, on fait partie d'une région où il y a une cohabitation vraiment très importante et très enrichissante sur le plan culturel entre les Roumains, les Hongrois, il y a d'autres nationalités. Les Roumains ont voté pour un président qui provient d'un groupe minoritaire qui comprend maintenant 0,4% de la population. Un Allemand, c'est la spécifique à l'Europe centrale. Oui, mais plutôt à nous, parce que les Hongrois, ils ne l'auraient pas fait peut-être. Mais pour les Roumains, cette question ethnique n'est pas perçue de la manière xénophobe avec laquelle malheureusement quelques politiciens se sont habitués en Europe centrale et orientale. C'est différent, c'est tout à fait différent. Je proviens d'une université, la plus grande de Roumanie, qui a 3 langues officielles, le roumain, le hongrois et l'allemand.
parce que ça reflète le profil historique et culturel et linguistique de la région. Bon, en outre, le partenariat stratégique avec la Moldavie s'est avéré très important pour la Roumanie parce que, comme vous le savez bien, la Roumanie a des intérêts stratégiques dans la République de Moldavie. Ce sont des intérêts qui viennent de l'histoire, ce sont des intérêts qui ont poussé pratiquement la Roumanie à soutenir l'intégration européenne de la Moldavie, qui est extrêmement loin, bien sûr, maintenant. Mais dès les années 90, la Roumanie s'est avérée en quelque sorte un avocat du rapprochement de la Moldavie à côté de la Roumanie de l'Union européenne. Bien sûr, les deux pays se sont séparés immédiatement dans le processus d'intégration. La Roumanie s'est séparée de la Pologne, également de la Hongrie. La Roumanie a réussi à trouver ses places aux côtés de la Bulgarie au moment des négociations, parce qu'il y a eu des défis en commun, parce qu'il y a eu des problèmes juridiques aussi, parce qu'on parle d'état de droit. En Bulgarie, on parle aussi de crime organisé, qui en Roumanie n'est pas très présent. Bon, donc, d'autre part, pour ce qui est de l'intégration dans l'Union européenne, il y a eu un dossier d'intégration très épineux. Parmi les problèmes majeurs de la Roumanie qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, il y a la question de la protection des enfants. Chaque année, je me souviens qu'on attendait le rapport de Emma Nicholson, qui était notre rapporteur pour le progrès de la Roumanie. Et il y avait toujours les mêmes problèmes, les mêmes leitmotifs, si vous voulez, des droits des enfants, orphelins par exemple, et il y avait aussi des questions en matière de fonctionnement de l'état de droit, des séparations de pouvoir et d'autres. D'ailleurs, la Roumanie a obtenu, si l'on parle des critères d'adhésion, très tardivement, le statut d'économie de marché fonctionnelle. Ça est arrivé après 2000, ce qui est vraiment bizarre pour la région, mais une économie qui réussit à faire face aux règles du marché commun. Voilà, la Roumanie a réussi à l'obtenir très tard par rapport aux autres pays de la région. Et ensuite, si l'on parle du critère administratif, la Roumanie a adopté l'acquis communautaire assez difficilement et d'ailleurs en hâte. Le Parlement roumain, au moment où les négociations ont commencé à prendre des contours vraiment importants, le Parlement roumain a commencé à adopter de la législation européenne d'une manière très hâtive. Et le problème de ça, c'est qu'il faut tout d'abord comprendre la manière dont il faut implémenter les directives européennes. La Roumanie a fait ça d'une manière à ne pas permettre à l'économie de s'adapter au même rythme, si vous voulez. Donc voilà quelques-uns des défis plutôt techniques que nous avons rencontrés lors du processus de transition et notamment des négociations avec l'Union européenne. Il y a eu une adhésion, parce qu'il faut que je vous dise un peu la conclusion de cette partie du dossier de la transition. L'adhésion de la Roumanie s'est faite dans des conditions particulières, et de la Bulgarie. On n'est pas seul. Tout d'abord, nous avons le mécanisme de coopération de vérification qui s'est avéré une continuation, si vous voulez, logique du processus très difficile de négociation en matière d'état des droits, des droits des minorités et d'autres. C'est nous et la Bulgarie qui maintenons pour l'instant le mécanisme de coopération de vérification et qui engendre des rapports annuels en matière de système de justice, indépendance de la justice, état de droit, indépendance des procureurs, des juges. Et comme vous le savez bien, peut-être l'année passée, nous avons eu l'un des pires rapports de toute notre histoire depuis l'intégration en 2007, tandis que pour la Bulgarie, le rapport a été vraiment favorable, à tel point qu'on peut dire maintenant qu'il est possible que la Bulgarie n'utilise plus ce mécanisme, ou que la Commission européenne décide de l'enlever à partir de peut-être l'année prochaine. Il y a vraiment des différences. Ensuite, il y a eu une clause de sauvegarde pour la Roumanie qui n'a jamais été activée, heureusement, et qui aurait ajourné l'intégration de la Roumanie d'une année. Et ensuite, en matière de liberté de mouvement et de l'accès libre au marché du travail, nous avons eu des périodes de transition. Donc, comme vous voyez, la Roumanie a été prête en quelque sorte en 2007 de s'intégrer dans l'Union européenne. Et c'est là peut-être que la fin de la transition aurait pu arriver.
Mais d'autre part, nous avons eu des clauses spéciales en relation avec l'Union européenne qui a fait le cas de la Roumanie et celui de la Bulgarie des cas uniques dans le processus d'intégration. Un élément positif pendant cette période de transition tardive a été le fait que la Roumanie a augmenté sa capacité de travailler avec de l'argent européen. Et ça a vraiment changé le visage du pays entier, et le côté rural et le côté du développement urbain. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, nous avons eu les fonds de préadhésion, dont la Roumanie a été une bénéficiaire très importante. Il y en a eu 3, PHARE, ISPA et SAPAR, dont le premier a été pour le développement urbain, pour les ressources humaines, pour la capacité administrative et d'autres. ISPA, c'était plutôt pour l'infrastructure qui doit connecter la Roumanie aux autres pays membres. Et SAPAR, c'est plutôt pour l'agriculture et le développement rural. 2 sujets très importants, stratégiques pour l'économie roumaine. D'ailleurs, qui a été reconnu, ou un sujet qui a été reconnu tel quel par la Commission européenne lorsque notre commissaire, Dacian Cioloș, a été chargé de l'agriculture il y a 2 mandats. Un autre élément positif a été le fait que l'économie qui avait été vraiment troublée pendant le mandat de Emil Constantinescu, c'était, si vous voulez, une période en quelque sorte dualiste sur le plan des réformes politiques, des réformes dont on a eu besoin pour fermer les dossiers communistes. C'était vraiment extraordinaire. Il y a eu des réformes majeures sans lesquelles on n'aurait pas pu se rapprocher de l'Union européenne. Et d'autre part, sur le plan macroéconomique, malheureusement, on a commencé à rajouter des zéros à la monnaie nationale, ce qui n'est jamais un bon signe. C'était l'inflation dont la Roumanie a souffert à la fin des années 90. Heureusement, la Roumanie a eu à l'époque également peu de dettes souveraines. Vous savez peut-être pourquoi. C'était l'une des obsessions de Ceausescu de repayer la dette souveraine de la Roumanie. Et il l'a fait avec des sacrifices énormes dans les années 80. C'est la pénurie de nourriture, d'électricité, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Heureusement, la Roumanie a toujours une certaine capacité d'accumuler de la dette, ce qui n'est pas souhaitable évidemment. Mais si la dette est accumulée pour des raisons d'investir, de faire de grands investissements nationaux d'infrastructures, alors théoriquement, elle est acceptable ou acceptée par la Commission européenne. Pour l'instant, notre dette va un peu ailleurs, oui, elle croît, mais c'est en raison plutôt de l'activité courante de notre administration, ce n'est pas forcément pour les grands projets nationaux, ce qui est vraiment problématique. La Roumanie, pendant la fin de cette période de transition, a été obligée pratiquement d'adopter une politique régionale, mais elle était vraiment titubante. On n'a pas réussi à concevoir une politique régionale qui obéisse aux particularités régionales roumaines, parce qu'elles existent, elles sont très importantes d'ailleurs. Si vous visitez la Roumanie, vous verrez qu'il y a des régions historiques, en grande ligne, la Transylvanie, la Moldavie, mais il y a aussi Maramureș, de sous-divisions si vous voulez. Or, cette politique régionale n'y obéit pas. Elle est faite la carte à la main, le crayon à la main. Et le problème, c'est que de cette manière, il n'y aura jamais une politique qui te permette d'implémenter les grands projets européens si la région n'a pas la tradition de collaborer. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que la Roumanie a peur d'une véritable politique régionale? C'est discutable, mais c'est aussi en raison du caractère ethnique de la Roumanie, et notamment de la Transylvanie. Moi, je considère que, il ne faut pas s'en méfier, parce que c'est ça la richesse de la Transylvanie. Mais si je vous dis que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Roumanie n'a pas fait le pas de reconnaître l'État du Kosovo, vous verrez qu'il y a des constantes dans notre politique intérieure et extérieure en matière de ça. Tout au long de la transition, la Roumanie n'a pas réussi à comprendre qu'au niveau régional, il faut avoir des institutions représentatives. Il n'y a pas d'institution pour laquelle on vote, non. Il n'y a aucun représentant au niveau régional qui ait un certain pouvoir représentatif.
On ne vote pour personne au niveau régional. Il y a seulement des institutions techniques à présent qu'on appelle des agences de développement régional et qui ont pour seul but d'utiliser l'argent européen. Ce que la Roumanie a fait, peu de gens le connaissent, mais le bilan de l'intégration de la Roumanie jusqu'à présent est nettement favorable. On a eu accès à on a réussi à implémenter plus de 42 milliards d'euros et on a contribué une quinzaine de milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un bilan positif et dont les briques ont été, si vous voulez, posées pendant la période de transition. Quand est-ce que la transition a fini? Est-ce qu'elle a fini? Oui. Oui, c'est assez clair pour nous qu'elle aurait dû finir à un moment donné. Sur le plan de ce passage symbolique entre l'ancien régime et le nouveau régime, je considère que la fin de la transition a été commencée, si vous voulez, lors de l'ouverture des archives communistes. Et cette ouverture, on a mis du temps pour la faire, c'est entre 1995 et 2006. L'ouverture des archives communistes a été vraiment un moment où la Roumanie a commencé à prendre la responsabilité pour son passé. Mais la Roumanie a fait plus que ça. On a commencé à avoir des institutions qui sont occupées, des chercheurs avec une réputation incontestable qui ont commencé à étudier les archives pour voir quelle a été la vérité à propos de ce régime. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur les fiches matricules pénales de ces archives communistes. C'est une expérience horrible sur le plan humain, parce qu'on y mettait des adjectifs. Origine bourgeoise, il était un bourgeois. C'était des gens qui ont été poursuivis partout par l'appareil, par les tentacules de cette pieuvre communiste, si vous voulez. Nous avons la diaspora roumaine de France, les gens de la diaspora roumaine au microphone de la radio Europe Libre pendant le régime communiste, eux aussi, ils ont été poursuivis par cet appareil du régime communiste qu'on appelait Securitate. Monica Lovinescu, oui, en 1977, une grande femme de lettres roumaine, partie de cette diaspora très importante de Paris, elle a été presque tuée, elle a été battue par des agents contractés par la Securitate, par la sécurité, par Ceausescu. Donc personne n'était, c'était ça l'idée qui avait été inculquée au sein de la société roumaine, que personne ne pouvait se sentir en sécurité. Et les archives montrent des choses horribles, ils montrent que les crimes du communisme ont inclus le fait que tout le monde pouvait être un informateur. Il y a eu des drames, des trahisons, des suspicions confirmées, et les nouveaux politiciens qui ont commencé à avoir des positions importantes dans l'État, on a cherché leur dossier pour voir s'ils avaient été des collaborateurs ou non de l'appareil de la sécurité, si vous voulez. Donc de ce point de vue, on peut avoir une fin symbolique de l'ancien régime. Et les choses sont allées plus loin. En décembre 2006, la veille pratiquement de l'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne, le président roumain Traian Băsescu est allé au Parlement roumain et a condamné le régime suite à l'examination du rapport de l'historien qui a été mentionné ici aujourd'hui, Vladimir Tismaneanu, en l'appelant un régime illégitime et meurtrier. Il y a peu de pays qui considèrent toute une période de leur histoire comme invalidée, si vous voulez. Vous voyez ce qui se passe avec le dossier de la Turquie et de l'Empire ottoman. Oui, il y a la responsabilité historique qui est héritée pratiquement d'un certain pays. Vous voyez ce qui se passe avec les symboles soviétiques et avec la nouvelle doctrine de Poutine. Oui. Et les symboles soviétiques, ça fait partie de l'héritage qui a été pris, pratiquement, qui a été plus qu'emprunté, il a été assimilé par la nouvelle forme étatique. En quelque sorte, la Roumanie a fait ce pas qui a été très contesté par certains, mais le rapport de Vladimir Tismaneanu reste un document historique très intéressant à étudier. Il parle beaucoup des crimes de cette sécurité, il parle des prisons infâmes du communisme, et il parle des artisans du régime, ceux qui en sont coupables selon cette étude. L'intégration dans l'Union européenne, donc, peut être considérée le moment où la période de transition s'est arrêtée. Mais la Roumanie s'est intégrée avec des conditions qu'on venait de l'apprendre. La Roumanie s'est intégrée à un moment très intéressant, c'était au cœur du débat sur le traité de Lisbonne, puisqu'on en parle.
La Roumanie n'a pas réussi à apporter sa pierre à ce débat, malheureusement, ni au débat sur les autres grands moments de la construction européenne. Les seules entités qui en ont parlé, c'était les universités. Par exemple, je me souviens que dans notre faculté, nous avons eu des conférences sur le traité de Lisbonne, sur l'impact que ce traité aurait pu avoir ou pourrait avoir sur l'Europe centrale et orientale. Mais au niveau du Parlement, nous avons eu presque l'unanimité. Il y a eu un vote contre le traité. Je me trompe, hein. Une abstention, je plaisante, mais il n'y a pas eu de débat sur le traité. D'ailleurs, il faut le savoir, la Roumanie a adopté même le traité constitutionnel, bien qu'elle n'ait pas fait partie de l'Union européenne à ce moment-là. Ça a fait partie du traité d'adhésion. C'est bizarre, jamais de négociation. Pas d'avocat général spécial pour la Pologne, oui, comme pour la Roumanie comme pour la Pologne, c'est-à-dire. Bon. La Roumanie n'est pas entrée par la petite porte, mais elle est entrée en quelque sorte de manière taciturne, si vous voulez, dans l'Union européenne. Et ça a affecté un peu le rôle qu'elle a assumé, qui n'a pas été proportionnel à la taille du pays. Donc, si vous me permettez de tirer une courte conclusion à propos de cette fin de la transition, du point de vue historique, on en a parlé d'ailleurs ce jour, à notre avis, c'était une transition assez courte. Donc, sur le plan historique, elle a été courte. Le passage d'un régime tellement différent à un autre régime, mal compris tout d'abord, oui, et avec des exigences qui étaient non seulement incompatibles avec le régime, l'ancien régime, mais vraiment extrêmement différentes, dans cette période de transition, a été assez courte. Assez courte, trop courte peut-être pour qu'elle soit comprise par les décideurs. D'autre part, ce qui a aidé la Roumanie a été l'orientation europhile. Les hésitations politiques ont existé toujours, mais elles ont été sous le parapluie de cet idéal europhile qui a été toujours partagé par la population. Vers une Roumanie plus performante, mais avec des dérapages occasionnels. Ce qui n'est pas normal, mais tenant compte de l'histoire, de la proximité du moment 89, ils existent, ces dérapages. Le refus de la xénophobie est quand même une constante qui est vraiment bienvenue dans le paysage politique roumain. Du nationalisme, non. Vous ne trouverez pas le même discours qui marche très bien dans certains pays voisins en Roumanie. Et donc nos politiciens doivent s'adapter. Ils doivent emprunter d'autres thèmes parce que le populisme existe en Roumanie sous d'autres formes. Il existe à centre-gauche, si vous voulez, et non pas seulement. Mais c'est très différent du message que vous verrez de la chancellerie de Budapest ou de Varsovie. C'est quand même une société de moins en moins hantée par les fantômes du communisme. Alors la dernière question que j'aimerais bien poser, c'est qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qui reste de cet héritage communiste ? Bon, on laisse de côté les peu de nostalgiques qui existent partout. Il y a toujours des gens qui aiment faire des déclarations. Il y a toujours des gens qui ont de la peine à s'adapter aux exigences d'un marché de plus en plus compétitif, d'une méritocratie qui est maintenant cultivée, et dans le système public et dans le système privé. Et ça, c'est bon, ça c'est vraiment le changement qu'on attendait. Donc on laisse de côté les nostalgiques parce que ce n'est pas vraiment représentatif. Les sondages qui disent oui, il y a des gens qui ont de la nostalgie pour le communisme. Bon, la question elle-même, elle est vouée à susciter une telle réponse. D'autre part, nous avons l'absence de l'extrême gauche. Vous ne verrez pas en Roumanie, je ne sais pas, des jeunes qui mettent un poster de Che Guevara ou des symboles communistes. Non, ce ne sont pas des symboles auxquels les Roumains soient attachés. Bien que ça existe beaucoup à l'Occident, et pour nous c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que nous on a vécu, oui, pendant le régime communiste. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Vous voyez, ici il y a des différences majeures de perception de nos jeunes et de votre génération par exemple. Il y a des persistances bizarres dans la langue roumaine. Parfois on est ironique, même nous les jeunes, les plus jeunes qui n'ont pas vraiment connu beaucoup d'étapes du régime, on parle, on se dit parfois tovarăș. Oui, au lieu de collègues, c'est le mot russe, bien sûr. On appelle aussi le palais du Parlement, on l'appelle la maison du peuple, oui.
On parle aussi des gens du travail parfois, mais seulement lorsqu'on veut être vraiment ironique. Il y a aussi, pour les gens qui sont un peu plus âgés, pas très cultivés, il y a aussi l'utilisation des noms propres en tant que noms communs. Parce que pendant le communisme, il n'y avait pas de marque, donc tout, je ne sais pas, véhicule plus grand s'appelle Jeep. Vous savez, ça c'est une sorte de métonymie, si vous voulez, qu'on utilise pour la représentation de quelques noms propres. En outre, il y a, et ça c'est très sérieux, sur le plan qui vous intéresse, il y a un manque de confiance dans les institutions nationales. Ça c'est assez clair pour tout le monde. Elles sont érodées et les gens ont une sorte de méfiance innée en ce qui concerne le degré de confiance qu'ils auraient dû ou qu'ils devraient donner aux institutions nationales. Et ça, c'est problématique, en quelque sorte, pour le fonctionnement de l'État et pour l'absentéisme aux élections, qui n'est plus un problème tellement grave. Nous avons travaillé, par exemple, l'année passée avec la Commission européenne, avec la DigiCom, pour répandre un peu le message de participation des jeunes aux élections europarlementaires. Bon, je ne dis pas que c'était grâce à nous, mais grâce à des gens comme nous, que le taux de participation a augmenté de 32% aux élections antérieures à 50%. Les jeunes ont commencé à se mobiliser. Et c'est la même tendance, si vous voulez, qui règne en matière d'élections présidentielles et on s'y attend aussi pour les élections à suivre cette année. Il y a toujours des élections. Ensuite, il y a une attitude favorable à tout ce qui est lié à l'Europe, en général. Parmi les jeunes, on voit qu'on est très favorable. L'Eurobaromètre, par exemple, montre que les Roumains soutiennent même à présent l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Pourquoi la Turquie? Bon, on a fait quand même la guerre pendant des siècles. Les Autrichiens ont dit non pour des raisons historiques. Nous, non seulement historiques. Nous, on dit non à personne. On dit toujours oui. On est très enthousiasmé par l'idée d'élargissement. Macédoine du Nord, Albanie, oui. Sauf Kosovo. Il y a aussi des blessures ouvertes. Il faut être très franc, il y a des blessures ouvertes. Il y a des dossiers qui n'ont pas été résolus dans la justice roumaine. Par exemple, les possessions de l'Église gréco-catholique n'ont pas été rétrocédées, ni même à présent. C'était l'Église la plus riche de Roumanie en 1948, lors de l'avènement du communisme. Il y a aussi dans le comportement des Roumains des tendances presque pathologiques d'accumuler, la méfiance de la pénurie qui existe toujours dans la mentalité collective. Il y a une méfiance, une réticence à l'égard du système bancaire, parfois, surtout dans la Roumanie rurale. Il y a un centralisme politique presque absurde, parfois. On ne réussit pas à comprendre la régionalisation, pas pour l'instant. Il y a, comme je viens de vous dire, une tendance vers l'absentéisme électoral qui est en train d'être franchie. Il y a, ça c'est très bizarre sur le plan du vocabulaire, les Roumains ne se réfèrent jamais à leur pays en tant que la République. Jamais. Même le nom du pays, c'est România, c'est la Roumanie, ce n'est pas la République roumaine comme la République hongroise ou République française. Pourquoi? Parce que la République a été la République socialiste, tout d'abord, première raison, et à mon avis, ça c'est mon interprétation, à mon avis, c'est aussi en raison du rôle qui a été rempli par la monarchie en Roumanie, qui a été une institution quand même de la modernisation de la Roumanie. Bon, la Roumanie n'est pas une monarchie, mais le rôle de la monarchie, tant que le roi Michel était vivant, a été très important dans la perception de notre identité. Parce que la Roumanie de l'entre-deux-guerres, le doyen sait mieux que moi, c'était une Roumanie qui essayait d'être européenne, essayait d'être synchronisée. Et finalement, la Roumanie a hérité des clivages entre l'urbain et le rural. Il y a deux Roumanies, ou plusieurs. Même la Roumanie urbaine, c'est Bucarest, Cluj, les grandes villes, Timișoara, peut-être Iași, peut-être d'autres. Mais il y a aussi des villes qui sont charmantes, mais où rien ne se passe. Et il y a malheureusement des sujets tabous. Et puisque je commençais en disant que la Roumanie était un pays de contradictions, je vous dis seulement un exemple d'un sujet tabou. Je ne veux vexer personne. D'une part, la Roumanie, elle est plutôt croyante. C'est une Roumanie où l'Église, pas forcément, mais la religion, la croyance ont toujours une place importante. C'est plutôt l'Église orthodoxe, mais aussi des catholiques en Transylvanie et d'autres.
Mais en Roumanie, il est tabou de parler de l'avortement. Toute tentative de parler de l'idée d'arrêter les avortements, tabou. Pourquoi? Parce que c'était l'un des crimes du régime communiste. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur vie, beaucoup de femmes, parce que beaucoup de docteurs sont allés à la prison à cause de ça. Vous voyez? Donc le régime communiste a le pouvoir très malheureux de laisser des traces, de laisser des blessures qui sont partout. Et dans la manière dont on parle, et dans la manière dont on a des rapports avec l'État, et dans beaucoup d'autres. C'est mon message pour vous. Merci d'avoir fait attention. Merci.